Salut à toi, hypothétique, unique paire d'oreilles ayant de l'attention à donner. Bienvenue dans le racontage nouveau futur phénomène de l'audiosphère. Je m'appelle David, je suis en compagnie de Clara. Salut Clara, est-ce que ça va ? Salut David, ça va très bien et toi ? Eh ben super. Alors avant de commencer, le concept en 2 mots. On prend un livre, on le raconte de A à Z, full spoil, et on s'arrête au besoin si on a envie de blablater. Alors moi étant un gros consommateur de podcasts, je trouve que ça me manque en fait le format où on pourrait me raconter un livre. En fait, j'aime bien quand des critiques, des essayistes ou même juste des trublions me racontent des histoires, des films, des jeux, et ça me manque pour les livres. Alors peut-être n'ai-je pas trouvé le format, en tout cas voici notre version. Alors, petit disclaimer avant de commencer, on n'est pas pour autant des agrégés de lettres, donc on va peut-être dire des conneries parfois, c'est pas bien grave. En tout cas, si tu n'as jamais lu le livre en question, bienvenue, tu vas peut-être gagner du temps. Si tu l'as déjà lu, bienvenue, tu vas peut-être perdre du temps. En tout cas, chère auditrice, cher auditeur, peut-être es-tu déjà emmitouflé dans ta couette, prête ou prêt à renouer avec le plaisir régressif de l'histoire contée avant le dodo. Générique. Alors, pour le premier épisode, on n'a pas voulu commencer avec un truc trop compliqué et on va s'atteler au racontage d'une nouvelle. Que le public se rassure, les 12 Césars de Suétone ou les Métamorphoses d'Ovide sont bien au programme, on les spoilera toutes. Peut-être même la Bible, qui sait, le livre est assez vieux, je n'aurai aucun scrupule à le spoiler de A à Z. En tout cas, premier épisode, Les oiseaux de Daphné du Maurier, donc nouvelle sortie en 1952 dans le recueil The Apple Tree. Daphné du Maurier, romancière britannique donc du 20e. Clara, est-ce que tu peux un petit peu m'en parler et puis surtout me parler de ton rapport à elle ? Alors, Daphné du Maurier, c'est une autrice britannique de génie. Malheureusement, on n'en parle pas assez, et il y a pourtant pas mal de choses à dire, donc je vais vous donner quelques dates quand même, ça peut toujours être intéressant. Elle naît en 1907, et elle meurt en 1989 en Cornouailles. Donc elle naît dans un milieu assez aisé, d'un père et d'une mère acteurs et actrices, et elle est entourée d'un milieu culturel assez riche. Pour exemple, elle est petite fille d'un illustre dessinateur et écrivain. Sa sœur a écrit des bouquins. Ensuite, elle s'est tournée vers le monde de l'acting. Et elle a une deuxième sœur qui est peintre. Donc on est vraiment dans un milieu culturel très riche. Daphné du Maurier, elle écrit depuis qu'elle est très jeune. Elle a écrit beaucoup de nouvelles. Et lorsqu'elle est à l'école, les professeurs la prennent au sérieux pour son talent de conteuse, mais très peu pour ses difficultés orthographiques, et donc elle est toujours un peu mise dans le placard comme ça, jusqu'à ce qu'elle sorte en 1931 son premier livre qui rencontre un succès assez modeste, c'est L'amour dans l'âme. Donc ça c'est le titre traduit, et elle rencontre son vrai premier succès avec L'auberge de la Jamaïque qui sort en 1936, et plus tard avec l'incontournable Rebecca, géant dans son œuvre. Voilà. Moi je l'ai connue grâce à la biographie qu'en a fait Tatiana de Rosnay, donc c'est Manderley Forever. Manderley justement c'est le manoir dans lequel se déroule l'histoire de Rebecca, et elle dit je suis retournée en songe à Manderley, manoir hyper important dans l'œuvre et aussi dans la vie de Daphné du Maurier, et j'ai toujours été fascinée par ses talents de conteuse. Talent indéniable d'ailleurs, et que malheureusement on oublie un peu trop en ce moment, c'est dommage. Ouais, je suis d'accord. Alors moi, tu vois, par exemple, j'ai beaucoup moins lu du Maurier, j'ai découvert finalement assez récemment, et j'ai été assez étonné du style, on en reparlera, mais en fait moi j'ai lu que Rebecca et le recueil de nouvelles qui comporte Les oiseaux, et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait dans les deux œuvres, on a une manière bien différente à chaque fois de savoir captiver l'attention. Donc dans Rebecca, c'est quelque chose de très langoureux, très mystérieux, et au contraire, dans Les oiseaux, quelque chose de très brutal, très vif. Et donc j'ai été quand même assez étonné de cette plume que je n'attendais pas aussi efficace. Donc voilà, moi j'aimerais bien lire L'Hôtel de la Jamaïque, ça fait partie de mes prochains projets de lecture, et surtout j'aime beaucoup le titre original, c'est Jamaica Inn, sans déconner, ça tue comme nom de livre, sans déconner, ça donne envie de faire un groupe qui s'appelle Jamaica Inn, donc c'est mon premier truc. Je suis content en vrai que Clara
apprécie à ce point Du Maurier, parce qu'en fait c'est une nouvelle dont je voulais beaucoup parler, et il faut savoir que c'est un podcast démocratique, et j'étais prêt à utiliser mon démocratique 49.3 pour imposer cette lecture, mais alors pas la peine, en fait, parce qu'en fait j'ai dit Du Maurier, et Clara m'a dit, let's go, donc parfait. Ouais, grosse fan de Du Maurier. On peut commencer le racontage. Alors, Les Oiseaux, c'est une nouvelle, donc format assez court. Ça commence en 3 décembre 1950 et c'est l'histoire de Nat, un homme solitaire, vétéran de la guerre, on ne sait pas laquelle, qui observe les oiseaux et se rend compte qu'il se passe un phénomène qu'il n'a jamais vu avant et le vent d'est se lève et la température chute drastiquement. À partir de là, ce sont des nuits d'angoisse qui commencent, des nuits d'angoisse et de meurtre. Ouais, c'est globalement le récit, voilà, c'est un bon truc. À défaut d'autres mots. Et c'est l'histoire de la survie du coup de ce Nat et de sa famille qui est pris dans une tourmente infernale car ils sont attaqués par des oiseaux, par des petits oiseaux qui jusque-là... N'attaquaient personne. N'attaquaient personne, effectivement. Moi j'aime bien en fait, c'est carrément dans l'incipit du bouquin, tout de suite, comme tu dis, le vent changea pendant la nuit, c'est, entre guillemets, c'est vraiment une citation, donc tout de suite on a la notion de vent qui tourne. Donc dans la première page du bouquin, on a tout, on a déjà le personnage, donc comme tu dis, Nat Hawken, donc un ancien combattant, il travaille à la ferme, il a une famille, tout ça, et juste après on a le vent tourne, donc on a l'élément initial, le personnage, et tout de suite l'élément entre guillemets perturbateur, donc quelque chose va mal tourner. Premier événement perturbateur, donc c'était le vent. Un fermier qui croise Nat et lui dit les oiseaux sont un petit peu agités ces temps-ci, ils m'ont même volé ma casquette. Donc ça c'est dire la violence du truc. Voilà. Et très très vite dans le roman, on a une première scène d'action. Donc ça se passe la nuit et c'est Nat qui va dormir. Donc Nat, et d'un coup, 2h du mat, il entend le vent dans la cheminée. Il entend des bruits à la fenêtre. Sa femme lui dit va voir s'il te plaît. Bon, il se lève, ok, il va voir, il ouvre la fenêtre, et là, il se fait niaque par un oiseau, il referme la fenêtre, il comprend pas trop, puis le bruit recommence, il réouvre la fenêtre, et là, boum, il y a une douzaine d'oiseaux qui rentrent, tout ça, donc c'est une première scène un peu de chaos. Il entend des cris d'enfants, et puis il va dans la chambre, et puis là il se bat contre les oiseaux, il prend une couette, et genre, il tape un peu de partout, il y a des oiseaux qui tombent, les enfants ils pleurent, tout ça. Et puis, à l'arrivée du jour, les oiseaux s'en vont, un peu comme par miracle, et tout le monde est un petit peu kécho. Il retourne voir sa femme, donc petit débrief un peu incrédule, donc là il faut connaître un peu son game en oiseau, parce qu'il va drop name, il y a des mésanges, des roitelets, tout ça. Et sa femme le croit pas trop, et lui dit c'est sûrement le temps qui les rend fous, tout ça. Le truc dont j'ai envie de te parler, c'est que là, moi je trouve que c'est intéressant, parce que à ce moment-là dans l'histoire, on se demande si on n'a pas affaire purement à une nouvelle fantastique, dans le sens où les oiseaux, il y a que Nat qui les a vraiment vus. Cette première attaque qui arrive très vite dans le roman, il y a que Nat qui est témoin de ça, et on se demande si ces oiseaux ne sont pas quelque chose qui émane de sa psyché et un trauma de guerre. Effectivement, dès le début, on est plongé dans une nouvelle fantastique. On a le thème de l'élément blanc qui commence tout le temps une nouvelle fantastique, comme on l'a dans le Horla quand le personnage voit le fameux voilier blanc qui va initier tout le reste de la nouvelle. Et là c'est la houle. Ah oui, voilà, c'est ça, je te coupe, excuse-moi. Oui. Et donc là, c'est l'écume blanche, et à partir de là, le vent change et il se passe véritablement quelque chose. Il est vétéran de guerre, donc on est dans cette position où il se passe quelque chose, mais on le voit sous le prisme de ce personnage-là. Ouais, c'est ça. Les autres, ils semblent insensibles, en fait. Tous les changements matériels, c'est le vent qui s'engouffre sous la porte, c'est le temps a l'air serein, il fait peut-être plus froid, mais jusque-là, c'est rien d'anormal. Ouais. Sauf que Nat lit ça très rapidement à ce qu'il a vécu dans la guerre, et je pense que c'est à ce moment-là qu'on passe d'une lecture simplement fantastique à une lecture beaucoup plus allégorique. Ouais, exactement. Et c'est là qu'on commence très très vite à toucher en fait la grosse allégorie de la nouvelle, dont on va parler juste après, donc l'allégorie de la guerre, de la bataille, tout ça. Et surtout de la soudaineté avec laquelle elle intervient. J'ai souligné une phrase: le sombre hiver s'était abattu en une nuit.
Donc il y a une forme de soudaineté de la guerre. En gros, cette première attaque d'oiseaux, c'est presque un premier bombardement, dont en fait personne ne se serait vraiment attendu. Donc que ce soit le personnage ou le lecteur. En fait, on est là, le vent a changé, quelque chose de grave vient de se passer, et à ce moment-là, on se demande dans quel camp se mettre, nous, en tant que lecteurs. Est-ce qu'on est dans la tête de Nat et on se dit, ok, il a des démons qu'il doit gérer et qui ressurgissent, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de concret, une horreur concrète qui vient attaquer les gens? On ne le sait pas vraiment encore. Le lendemain, petit débrief avec les enfants, tout va bien, on va à l'école. Ouais, on essaye de gérer un peu comme on peut, on va à la ferme, voir le fermier, voir ce qu'ils ont vécu dans la nuit. Non, rien ne s'est passé, ils n'ont rien vu, rien entendu, à part un épisode radio qui disait oui, il y a des oiseaux. Voilà, rien de grave, on prend ça très à la légère, tandis que Nat a un regard beaucoup plus angoissé sur la situation. Ouais, j'ai marqué post-trauma stonks. il a l'impression d'être le seul en fait à avoir les données. Et effectivement, comme tu dis, il y a les voisins, donc il y a Madame Trigg, il y a Jim, c'est des voisins, et eux ils sont vachement plus tranquillos sur le truc, ils sont en mode ouais, c'est le vent, machin. Donc voilà. Mais ils gardent cette posture tout au long de la nouvelle, et c'est ça qui est assez incroyable, ouais. Même quand l'ambiance devient de plus en plus angoissante, ils ont ce petit recul en disant non mais c'est rien. Ouais, exactement. On va tirer sur les pigeons et puis ça va aller. Enfin, voilà. Exactement. Ça on va revenir. C'est un passage qui est intéressant. Le truc on va tirer sur les pigeons, c'est un passage méga intéressant qui arrive après. Alors juste après, Nat retourne à la maison et il va enterrer un peu les cadavres d'oiseaux parce qu'il a quand même buté des oiseaux en les tapant avec la couette. Donc là j'ai marqué que c'était un dernier move encore civilisé. Donc en fait, c'est un move un peu naturel. En fait, on a des cadavres, on va les enterrer. Voilà. Plus tard, on verra dans la nouvelle que le chaos deviendra tellement gros qu'on fera plus ce genre de move-là. Ça aussi, c'est un truc de l'escalade de l'horreur dans une guerre où en fait, on commence en ayant encore nos réflexes de société, occidentale du moins, et que très vite, on est ramené à autre chose parce qu'en fait, le chaos nous absorbe de partout. Et je tenais juste à rebondir sur ce que tu dis concernant cet enterrement-là. Je trouve que très tôt, on sent la vanité de cet acte, puisque lorsqu'il essaye de les enterrer, il les enterre dos au ventre dans du sable, et on a quelque chose qui s'envole, en fait. Les oiseaux ne sont pas enterrés, ils repartent au vent, et on a l'impression que ce qui est mort revient, parce qu'il a l'impression qu'il s'envole à nouveau, qu'il retourne à la marée pour revenir plus tard. Ah, c'est bien vu ça, ouais. Et donc je trouve que voilà, c'est les premières étapes de la vanité de la survivance de l'humanité, ouais, quoi. T'as vu une forme de vanité. Ah oui, de vanité de la survivance de l'humanité. Ah ouais, c'est bien vu ça. J'ai pas vu ça comme ça, ouais. Ouais, un petit peu, en fait, on enterre le problème, entre guillemets, mais en fait, c'est impossible de l'enterrer. Parce que tout de suite, il nous revient dans la gueule, quoi. C'est ça. Ouais, et puis, il essaye quand même, il y a le vent, il essaye de le faire dans le sable, c'est complètement... tu vois, la terre est gelée, il fait sans du sable, dos au vent, machin. Maintenant, il n'y arrive pas, les oiseaux s'envolent, et puis, advienne que pourra. Ouais, c'est bien vu, ça. Alors, par la suite, je cite... C'est alors qu'il vit les mouettes. Alors là, il y a une vraie vision d'horreur qui est assez bien écrite. Il regarde la mer et il voit en fait littéralement des tonnes de mouettes sur les vagues comme ça, qui ne bougent pas. Donc il y a déjà cette notion un petit peu de menace stationnaire. En fait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il comprend, lui, que c'est pas normal. Et là, je trouve que ça fait partie aussi de ces petites descriptions qui marchent super bien dans le bouquin. Tu vois, je trouve qu'en fait, juste imaginer des mouettes étendu sur des vagues comme ça, qui recouvrent des vagues à perte de vue sans rien faire, ça fait flipper en fait. Genre en termes d'horreur, ça marche. Et c'est ce qu'on disait, on aura le temps de le redire, ce qu'on disait en off en parlant de ce bouquin, c'est qu'en fait, on va voir que c'est une bonne allégorie de la guerre, tout ça, mais aussi en tant que récit d'horreur, nouvelle d'horreur, ça marche, parce qu'en fait les images peuvent faire flipper. Et là c'est le cas, je trouve. Moi ça me... Oui, ça fait flipper, d'autant que on est vraiment sur une scène... on est sur une scène du banal, et puis on pourrait se dire... bon, il y a des oiseaux, et puis quoi ? Et je trouve que ça vient juste après le fait qu'il ait décrit les oiseaux. Il connaît les oiseaux, il connaît leurs actions, il les décrit assez bien dès le début. Donc on a ce pendant de... Ouais, il se passe quelque chose, mais il se passe pas que quelque chose par son regard. La suite, qu'est-ce qui se passe ? J'ai marqué début du bunker, donc en fait Nat va commencer à aménager sa maison pour protéger sa famille,
Parce qu'il a un petit doute au fond de lui, en mode, bon, bah, c'est quand même vraiment pas normal, les gars. Je note, ça lui rappelle l'abri de sa mère qui n'avait servi à rien, donc encore une fois, post-trauma, machin, les abris contre la guerre, les bombardements, tout ça. Là, je tiens à relever un truc, c'est qu'en fait, Dumouriez s'en sert de manière purement consciente, elle n'a pas peur de le faire, mais elle utilise quand même un trope qui est celui de l'homme protecteur qui va protéger femmes et enfants. Tu vois, et elle va jamais chercher à remettre en question ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, Nat sera le protecteur dans l'histoire, et femmes et enfants, ce seront juste des victimes. D'ailleurs, la femme de Nat n'a pas de prénom. Non. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est juste en parlant tard, je me dis, mais c'est vrai qu'en fait, elle a même pas de prénom, en fait. Non, elle est pas nommée, quoi, comme Mrs. de Winter dans Rebecca, finalement. C'est la femme qui doit être là, quelque part, et le deuxième regard qui fait exister la chose. Ouais. Mais voilà. Oui, c'est ça, comme tu dis, c'est le deuxième regard qui fait exister la chose, parce qu'en fait, si la femme n'était pas là, bah là, on serait tout de suite dans l'idée de se dire qu'on est dans la tête de Nat, alors que la femme, elle va tempérer ça quand même, et tu vas dire, bon, bah elle aussi, elle va voir les choses, même si elle en voit moins que lui. Mais c'est vrai que ce personnage-là, bah finalement, il a pas de prénom, il a rien. Donc ouais, ce trope de l'homme protecteur, il est finalement assez étonnant, mais j'ai l'impression que Dumouriez s'en sert de manière purement assumée. Ah oui, c'est l'homme qui fait l'action, c'est l'homme qui va barricader pendant que la femme fait à manger. Ouais, il y a vraiment ça. Ouais. Elle ne vient pas l'aider, à aucun moment elle ne vient l'aider. C'est clair, c'est ça. Et c'est vraiment assumé. Genre, ça m'avait étonné, j'étais en mode d'accord, ok, bon. ok, ok. Alors, à la radio, on commence à parler de Londres. On dit, il y a des oiseaux sur Londres, tout ça. La femme de Nat lui demande, mais pourquoi ils envoient pas l'armée ? Nat répond, bah je sais pas, mais dans tous les cas, ils s'occuperont pas des paysans. Donc là, il y a une sorte de double fatalité, c'est une espèce de solitude extrême, déjà qu'on est solitaire quand on se prend des bombes sur la gueule, mais alors en plus, si on est vraiment des paysans, ben on va pas venir s'occuper de nous en premier, quoi. Donc il y a vraiment ce côté, les personnages sont enfermés dans la maison, mais ils sont aussi enfermés dans leur contexte. Ouais. C'est des paysans, ils sont loin de tout, ils sont au bord de la mer, donc en plus ils sont plus proches de la violence, quoi. Ils sont même enfermés en eux-mêmes, puisque le seul trait de caractère qu'on connaît de Nat, c'est sa solitude. C'est vrai. C'est sa solitude. Ils sont tous assez indépendants les uns des autres, mais très éparpillés, quoi. Ouais. Ils travaillent à la ferme, mais ils les côtoient assez peu, ils habitent loin de la ferme. Il y a des enfants qui passent, mais ils vont rentrer chez eux, et puis chez eux, c'est là-bas. C'est le terrain de la municipalité, c'est pas chez nous. On est dans un entre-soi qui vient aussi renforcer cette horreur. Alors là, il sort et nouvelle vision d'horreur, il voit un nuage de mouettes et elles sont toutes silencieuses. Alors là, je trouve que, encore une fois, déjà les mouettes sur l'eau, c'était une image qui marche de ouf, mais alors là, un nuage de mouettes qui fait pas de bruit, je trouve que c'est trop fort. C'est vraiment une vision d'horreur qui marche. Assez intéressant de voir, ça on en avait déjà parlé une fois en off, c'était la fascination qu'a Dumouriez pour la mer. Tu vois, il y a toujours une notion de... Voilà, bon, tu le sais mieux que moi, mais... Dans tous ses romans, dans toutes ses œuvres, il y a la mer. De toute façon, dans sa vie, il y a eu la mer, il y a eu les Cornouailles. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle était morte en Cornouailles, parce que c'est le contexte récurrent de toutes ses œuvres. Il y a la mer. Elle a aimé la mer, elle a parlé de la mer, elle a poétisé la mer, voilà. Ouais. Et le mal vient aussi souvent de la mer. Ouais, voilà, genre Auberge de la Jamaïque, j'ai l'impression que c'est ça. Les oiseaux, c'est clairement ça. C'est tout le temps la mer, quoi. Dans la crique du Français, lorsqu'il y a les attaques de pirates, ça vient de la mer. Ah, c'est dans celui-là qu'il y a les pirates. Oui, c'est dans la crique du Français qu'il y a les pirates. Enfin, dans l'Auberge de la Jamaïque aussi. Mais dans la crique du Français, ce sont de gentils pirates. Et c'est très marrant, parce que je viens d'y penser, mais le bateau blanc du Français, s'appelle la Mouette. Ok, d'accord, ok. Bam. Ok. Et tout prend sens. Mais effectivement, elle a vécu en Cornouailles, c'est là qu'elle a passé le plus gros de son temps. Et donc oui, la mer est aussi un personnage à part entière. C'est un personnage qui fait exister la nouvelle, puisqu'ils vivent au gré de la marée. Oui, c'est ça. Et donc c'est vrai qu'on regarde pas la mer comme un personnage, mais il y a quelque chose qui fait tempérer. Oui, non, mais clairement. Déjà, ça m'a fait me dire qu'en fait, je pense que globalement, un artiste, en fait, tu le mets à côté d'un plan d'eau, et finalement, il parlera que de ça toute sa vie. C'est ça. En fait, un être humain, en fait, globalement, si tu le mets à côté de la mer, il n'a que 3 manières de réagir. 1, où il va se baigner. 2, où il va pêcher. 3, où il va s'en servir pour irriguer l'intégralité de sa production artistique.
Déconner, c'est que ça. Et il faut savoir que nous enregistrons ce podcast dans une ville de type phocéenne. Et comment ne pas être constamment émerveillé face à la Méditerranée. Voilà, donc on peut pas leur porter préjudice. C'est vrai que c'est quand même assez ouf. Et nous d'ailleurs, on est condamnés à aimer la Méditerranée parce que si jamais on lui tourne le dos, on a Marseille et les travaux. C'est vrai. Et donc en fait, il y a le seul endroit où il n'y a pas de gruéfage, c'est sur la mer. Donc on est obligé, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup, du Maurier, la flotte, bah, c'est son truc. Et plein d'autres auteurs, hein, je veux dire Cavadias, Grac, Lovecraft, Mishima, et ça depuis Homère, j'ai l'impression que en fait... c'est la mer. La mer, tout le temps, tout à côté, on parle que de ça. Quoi. Mais la mer phocéenne, ça a été beaucoup raconté dans les poèmes de... J'ai envie de dire Louis Breuillard, je crois. Ah, je connais pas. Peut-être. J'ai un doute sur le nom, mais il a écrit beaucoup de poèmes sur la mer. C'est un auteur marseillais, qui est d'ailleurs beaucoup cité par Iso, Jean-Claude Iso. D'accord. Auteur marseillais, oui, marseillais aussi, ouais. Qui cite ses poèmes qui sont magnifiques. J'irai mourir dans le cœur des navires. Voilà. Comment il s'appelle, Fanny Louis... Louis. Mais oui, on est en 1870, je crois. Ok, d'accord. Putain, je connais pas. Wow. Très beau poème. D'accord. Très très beau poème. Je note ça. Donc, Nat a vu le nuage d'oiseaux et donc il a un petit coup de stress. Il prend une arme avec lui, il prend une houe. Il y a des corneilles, des corbeaux qui volent de partout. Il appelle le central en disant faites gaffe, il y a des oiseaux qui arrivent vers le centre. On lui répond oui, ça va, c'est ça. Donc en fait, on le prend toujours pas totalement au sérieux quand même. Le bus arrive. En fait, il va chercher sa fille qui s'appelle Jill. Les mouettes se mettent en formation dans le ciel. Enfin, la métaphore de la guerre commence à devenir vraiment concrète. Je trouve qu'on voit vraiment des avions qui se mettent au-dessus, quelque chose comme ça. Je cite, l'on eût dit qu'elle attendait quelques signaux. Donc il y a vraiment ce côté, la menace est plus stationnaire que jamais et prête à attaquer. C'est là qu'ils croisent, on en a parlé tout à l'heure, c'est là qu'ils croisent les voisins en voiture. Ils croisent Monsieur Trigg qui lui dit on va prendre le fusil, on va aller tirer un petit peu, tout ça. On va faire un concours de tir au pigeon. Concours au pigeon. Est-ce que tu veux venir ? Voilà, Nat il dit bof, non. Par contre, est-ce que vous pouvez ramener ma fille, vous avez une voiture ? Ils disent oui, on y va. Ils le font, et puis ils repartent en mode on va tirer les pigeons. Nat en mode faites gaffe quand même. Je pense qu'il y a quand même un danger concret, quoi. Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Là, je trouve qu'on rejoint un truc, mais ça m'a fait penser à la peste, tu vois, parce que dans le livre de Camus, il y avait cette allégorie de la peste qui parlait donc d'occupation, et sous couvert de cette allégorie, on voyait plusieurs types de personnes qui s'acclimataient à ça. Il y avait ceux qui en profitaient, il y avait ceux qui la combattaient, il y avait un peu de tout. Et là, je trouve qu'on a un peu de ça, finalement, en micro. On a Nat, qui lui est réaliste en quelque sorte, il est tête sur les épaules, il est froid, c'est quelqu'un qui va quand même analyser ce qui l'entoure et être quand même assez réactif. Ouais. Parfois peut-être un peu, comment on dit, survivaliste, entre guillemets. Et à côté, t'as les gens comme Monsieur Trigg ou Jim, qui eux sont beaucoup plus à la légère peut-être. Ah oui, ils sont très insouciants. Très insouciants. Ou, on peut le voir différemment, c'est des gens qui vont tout de suite prendre le fusil en mode second amendement, on a des armes, on va aller tout de suite tirer. Voilà. Bon, dans tous les cas, ça tourne mal. Dans tous les cas, ça tourne mal, les mecs. Voilà. Nat revient à la maison, et là, in extremis, il ferme la porte, et il y avait un fou de bassan, un oiseau, qui s'écrase derrière lui. Il ferme la porte, petit débrief avec sa femme en mode panique, personne n'est préparé à ça, il faut vraiment se préparer. Il va clouer des planches aux fenêtres, il va faire... Voilà. Il va masquer ça en jeu pour les enfants, donc ça c'est un truc qu'on reverra beaucoup dans la culture, tu sais, en fait, passer la guerre sous une forme de jeu, un peu en mode la vie est belle. Voilà, il descend les matelas en bas, donc là j'ai marqué que l'étau protecteur se resserre en fait, il va vraiment dire, bon ben les enfants, on va camper, on va dormir dans le salon. Ouais, après ça finit en huis clos en fait. Ouais, complètement. Là il crée lui-même le huis clos final. Mais c'est intéressant aussi ce huis clos, justement, on parlait de la femme qui n'est pas nommée, mais tu as Nat très vigilante, très au courant de ce qui se passe dans la nature, très alerte sur son environnement. Et en fait, les 3 autres seuls personnages qu'on va avoir, ce sont 2 enfants qui vivent ça sous le prisme de un peu de l'émerveillement, de on va camper, mais en même temps il y a quelque chose, il y a un monstre, un peu comme un croque-mitaine, ouais. Et t'as une femme qui est pas nommée. Et du coup c'est ultra intéressant parce qu'on a qu'une seule vision de cette guerre-là, puisque les autres sont décimés. On a la radio qui était le seul contact avec le monde, qui est éteinte, quoi.
ils mettent la radio, mais on diffuse que de la musique, donc il n'y a plus personne qui parle. On est vraiment plus esselé que jamais. Et alors là, ils entendent le ronflement d'un avion qui passe. Et qui s'écrase aussi, lamentablement. Et on lui dit, ses enfants lui demandent ce qui va advenir. Il lui dit, je ne sais pas, il doit y avoir des érudits qui doivent s'activer à Londres. Mais bon, ils ont envoyé un avion, on ne l'entend plus. C'est qu'il a dû partir. Et puis le gros bruit qu'on a entendu, c'est il a dû lâcher une bombe sur les oiseaux. Non, l'oiseau s'est écrasé, il a mis le feu à une meule de foin. Et puis voilà ce qu'il advient de cet avion. Et c'est tout. Ouais, c'est trop ça. Bah oui, effectivement, j'avais marqué, c'est la phrase dont tu parles, les meilleurs cerveaux du pays ne chômeront pas. Donc là, il est vraiment dans une phase en mode, faisons confiance aux instances dirigeantes. Bon, déjà, c'est une forme déjà de désespoir total quand on arrive à dire ça. Et le coup de l'avion, c'est que c'est hyper intéressant parce que, encore une fois, c'est une violence hors champ. On verra que dans le livre, il y aura beaucoup de hors champ. Il y a une forme d'indicible dans la violence. On voit pas le crash, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais juste, le youpi time de « y a un avion » dure 4 secondes parce que tout de suite, ça part en live. Et je trouve ça très intéressant. La violence n'est pas sensationnaliste. Non, absolument pas. C'est ça qui fait toute l'horreur de cette nouvelle-là. C'est le non-dit. Parce qu'on se retrouve, nous aussi, barricadés avec cette famille, sous le regard unique de cet homme-là. Et on entend des piétinements, on entend des oiseaux qui se brisent le cou à tenter d'entrer. Mais on ne les verra jamais. Ou alors quand on les voit, c'est que ce ne sont plus que des cadavres, et des cadavres qui ont l'air tout à fait innocents, quoi. Quand ils prennent leur petit corps chaud, et c'est cette description qui est terrible, parce que il se fait attaquer, mais il récupère ces petits corps de merle, ces petits corps qui sont encore chauds, et qui ont été aveuglés par une sorte de folie meurtrière, et lorsqu'il les a dans la main, ils ne sont que petits, ils sont presque insignifiant, quoi. Ouais, c'est ça, il y a ce côté un peu, la menace, elle a une forme un peu inconcevable dans sa globalité, mais après, quand on regarde chaque petite chose, en fait, comme tu dis, c'est des petits oiseaux, c'est rien, donc ça rend le truc un peu plus absurde de l'attaque, quoi. Les oiseaux doivent obéir à quelques lois qui relevaient du vent de l'Est et de la marée. Le vent de l'Est. C'est un des éléments centraux de l'histoire, vent de l'Est, qui est martelé tout au long de la nouvelle. C'est là que le vent changea, c'est le vent d'Est, vent d'Est tout le temps, vent d'Est qu'on ne retrouve pas que dans cette nouvelle, mais qu'on retrouve aussi dans l'auberge de la Jamaïque, lorsqu'elle dit « des vents étranges soufflés qui semblaient ne venir de nulle part ». Exactement ce qui se passe là aussi, parce que ces oiseaux, qui sont-ils, d'où viennent-ils La question est ouverte et elle reste sans réponse. Mais oui, il faut prendre en considération le vent d'Est comme un élément allégorique. Ouais, ça je trouve ça méga intéressant parce que ça pour le coup je l'avais pas vu quand je l'ai lu, c'est toi qui m'as fait remarquer le truc. Le fait que l'Est soit toujours cité quand elle parle du vent, bon déjà le vent on en parle tout le long du bouquin, enfin de la nouvelle, mais alors le fait qu'ils viennent de l'Est, tout ça, méga intéressant, et ça j'avais pas vu ça comme ça. Je trouve aussi que parmi les personnages, en fait, chercher l'explication par le vent, parce qu'ils disent le vent, ça a dû les rendre un peu zinzin, tout ça, c'est aussi une forme de désespoir dans la guerre où on cherche toujours des causes, des effets, tu sais, on cherche toujours quelque chose pour expliquer l'inexplicable. Oui. Donc là, c'est clairement inexplicable. Les oiseaux, ils nous attaquent, on part en guerre, on sait pas pourquoi, et on va, avec les petits bouts de ficelle qu'on a et les données qu'on a, donc là, on a quoi ? On a une plage, on a du vent et de l'eau, et rien qu'avec ça, on va chercher à créer une cause, et on va se dire c'est la marée, c'est le vent, est-ce que c'est ça qui les rend fous ? On sait pas, personne ne saura, mais c'est une forme de protection qu'on peut avoir aussi, de se créer des raisons. C'est ça, ou alors lorsque cette raison-là est évoquée comme pouvant être humaine, ça vient des Russes, et là encore on reprend le vent d'Est, puisque le vent d'Est fait référence à cette menace de l'Union soviétique, menace latente, qui est l'ennemi, sinon le russe, finalement. Donc, du coup, ils sont aussi un peu déshumanisés. Tu vois, c'est le méchant donné. Ouais, mais ça, c'est méga bien vu. Alors, encore une fois, pour le coup, ça, c'est vraiment pas un truc que j'avais vu à ma lecture, ça, pour le coup. Le coup de l'allégorie de l'Est, la Russie, bouquin qui est sorti dans les années 50, tout ça, ça, pour le coup, c'est vraiment malin, parce que je l'ai vraiment pas capté, quoi. Alors reprenons le racontage, donc Nat dit à sa femme « Demain j'irai chercher des provisions, tout ça, mais allons dodo ce soir ».
il allume le feu de cheminée, et puis ils vont dodo. Et une nouvelle nuit d'angoisse commence. Exactement. Le village s'endort. Le village s'endort. Il faut savoir que juste avant, je note, Nat décide de se servir des cadavres comme protection sur la maison. Donc là, on est passé outre le monde civilisé en quelque sorte. C'est que là, on va carrément se servir de cadavres comme dernier rempart à attaque potentielle. Donc là, déjà, Nat, il est dans le déni. Enfin, il est dans le... Genre vraiment, on doit survivre, quoi. Genre là, on se salit les mains, on doit survivre. Ils vont dodo. Oh putain. Nat se réveille pendant la nuit, il entend des bruits. Il entend des bruits, bon ok. Et puis il se rappelle d'un truc, il se dit mais attends, j'ai oublié de faire un truc, j'ai oublié. Dans mes rêves, je me souviens que j'ai oublié quelque chose. Et oui, c'est ça, oui, c'est les rêves qui le rappellent ça, j'ai oublié un truc. Et là, boum, pétard, le feu. J'ai oublié de continuer à teaser le feu. Et boum, pluie d'oiseaux qui descendent de la cheminée pour attaquer. Passage très intéressant d'ailleurs, puisqu'il parle du feu de l'avion. Il dit ça a mis le feu à la meule. On ne parle plus de l'avion, mais boum, on rebondit sur la cheminée. C'est vrai. J'ai oublié la cheminée. C'est et vrai. donc même le monde extérieur, ça revient sur un monde beaucoup plus clos. Là, je trouve qu'il y a la scène des oiseaux qui descendent de la cheminée, elle est quand même assez ouf. Hein, je la trouve assez graphique. D'ailleurs, pour le coup, on peut en parler vite fait, même si, qu'on aime ou non, le film de Hitchcock reprendra certaines images parfois pas mal, et c'est vrai que l'image des oiseaux qui tombent de la cheminée, c'est quelque chose de très très graphique, et de très très cinématographique en fait. Et je peux comprendre que quelqu'un l'ait mis en scène, ce truc, parce que c'est vrai que l'image est folle. En fait, d'imaginer des oiseaux qui arrivent par une cheminée pour attaquer des gens dans une maison... Ouais, il y a quelque chose à montrer. Il y a quelque chose à montrer, ouais, t'as envie, encore une fois, au moins de dessiner ce truc. À mon sens, c'est la seule scène qui méritait d'être montrée. Hitchcock a montré l'innommable du Maurier, c'est vrai. Ce qui est fait un peu de non-sens, selon moi. C'est un choix, ouais. Alors, chaos total, ça pleure de partout, Nat arrive à se dépêtrer des oiseaux. Il faut savoir que les enfants finissent par s'amuser des chocs d'oiseaux sur le toit. Donc là, je me dis, en fait, l'être humain, et les enfants en particulier, peuvent finalement s'acclimater à n'importe quelle forme de chaos, finalement. C'est une logique de survie aussi. Ouais. Et ils y répondent par la violence, d'ailleurs. Et ils reprennent l'image des fusils. Bang, 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 on tue ces mauvais oiseaux. De ouf. Et là... ils entendent encore un nouveau type de bruit, et Nat se dit, et là c'est un moment méga intéressant de la nouvelle, Nat se dit, je connais pas cet oiseau. Je cite, il avait oublié la puissance d'étau des oiseaux de proie. Et là il se dit, ok, en fait, depuis le début de la nouvelle, on se fait attaquer par des mouettes, par des pigeons, par des machins, mais ça va être quoi le délire quand des faucons vont se mettre à nous mettre des coups dans la bouche, enfin on n'est pas prêt. Et là je trouve que c'est vraiment le moment d'horreur qui marche le mieux de l'histoire, parce qu'en fait ce que ça raconte c'est, il y a toujours une arme plus destructrice que la précédente. Si on continue dans cette allégorie de la guerre, mais c'est trop cool, parce que tu te dis, enfin c'est trop cool, non c'est pas cool, c'est méga dark, mais c'est super bien pensé, parce que tu te dis, ouais, effectivement, genre, il y a toujours quelque chose de plus dangereux, il y a toujours une bombe plus grosse, il y a toujours une arme plus horrible, et là, ça marche bien avec les oiseaux, parce que tu te dis, effectivement, il y a toujours un oiseau plus violent que l'autre. Ouais, c'est ça. Et puis au début, on est sur des oiseaux qui sont des proies plus que des prédateurs. Oui. Et ces proies-là deviennent prédatrices. Sache qu'à partir du moment où on aura des oiseaux prédateurs, qu'est-ce que ça sera ? C'est la merde. Ah là, c'est... Autant te dire que c'est terminado. C'est terminado. Ça part en freestyle. Voilà. Nat entend que des oiseaux sont entrés dans la chambre. Il monte vite fait à la chambre pour barricader tout ça. Donc, encore une fois, l'étau se referme. Donc, une sorte de dernière tentative pour protéger le cocon familial. Là, on est vraiment en mode, c'est le dernier truc. Et ils vont attendre toute la nuit. En fait, il relie, du coup, ces attaques volatiles avec les mouvements de la marée. Et il se dit, à vue d'œil, comme ça, la marée doit redescendre à 8h moins 20. Et donc, on doit patienter jusque-là, et il va falloir les occuper. On va faire à manger. Voilà, qu'est-ce qui nous reste ? C'est ça. On fait à manger, mais la ration diminue. Et on a l'image de ce pain aussi qui est assez présente du coup, dans la nouvelle. C'est, au début, qu'est-ce que tu as ? J'ai un pain. Ok. Milieu de la nouvelle, on a quoi ? Un demi-pain. Les rations diminuent, et on ne sait pas comment on va faire pour se nourrir, in fine. On se nourrit par dépit, mais jusqu'où on va pouvoir tenir ? Alors le lendemain matin, il se dit, il faudra peut-être aller chercher donc des provisions. Comme tu dis,
il a évalué en fait que les oiseaux réagissaient à la marée, donc il se dit qu'en fait il a une fenêtre d'action où il peut sortir sans se faire niaque par les oiseaux. Il n'y aura pas plus d'explications d'ailleurs sur ça, donc on ne sait pas si c'est vrai ou non, mais il s'avère que ça marche. Donc il décide d'aller voir les voisins, genre coucou les voisins, comment ça va, est-ce que vous n'avez pas à manger? Il arrive chez les voisins. Et là, voisins qui étaient très insouciants, et qui ne sont plus, du reste. Aïe aïe aïe. Voilà, le premier est étendu dans la cour, on en voit un deuxième partiellement dans la maison, qui est à côté du téléphone, à moitié bouffé, et puis il monte, il essaye de voir s'il resterait pas Mrs. Trigg, et il ne voit que les pieds, il voit que ce qui reste en fait comme des reliques de voisins, et très vite... Reliques de voisins. Et très vite, cette horreur-là passe, mais en fait, je me demande même si elle passe, parce que je me demande si elle arrive véritablement, parce que ce n'est qu'une observation qu'il fait. Bah encore une fois, ouais. Encore une fois, c'est un tel dans la cour, il y a un combiné de téléphone qui pend, Mrs. Trigg doit être dévorée, on va même pas aller la voir. Ouais. De suite, je réfléchis, je vais prendre à manger. Exactement. Je vais prendre ce dont on a besoin, des conserves, de ceci, voilà. Il est dans une optique, il faut que je survive. Et je vais survivre. De ouf. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, comparé à d'autres œuvres dont on a été abreuvé depuis, qui traitent de la guerre. Et je trouve souvent qu'en fait la guerre est traitée de manière assez complaisante, en fait. Souvent dans le cinéma, dans le sens où on va faire une œuvre qui dénonce la guerre, mais en fait on va prendre quand même un malin plaisir à la filmer, à montrer la violence. Et ça a été le cas par exemple de Hitchcock quand il a fait Les Oiseaux. Cette scène-là, elle y est dans le film. C'est un peu différent, c'est l'héroïne qui monte dans une maison, je sais plus pourquoi, et là elle voit les cadavres, et il y a ce fameux plan où on voit le mec avec les yeux crevés, tout ça, donc il y a une vraie jouissance à montrer la violence. Et là, par contre, du Maurier, c'est l'inverse. En fait, cette violence-là, elle est pas trop montrée, parce qu'on n'a pas le temps de ça, et c'est ça le vrai truc désespérant de ce livre, qui marche bien. C'est qu'en fait, Nat, il va, comme tu dis, enjamber les corps, il va pas s'attarder dessus pour t'expliquer ce qui s'est passé. D'ailleurs, Madame Trigg, on voit que ses jambes. Voilà, c'est ça. En fait, la violence, elle est à peine montrée, juste, il y a des corps, on n'a pas le temps, on va chercher à manger, et là, ça, pour moi, c'est un vrai récit de guerre. Et ça, pour corroborer tes dires, c'est ensuite la femme de Nat qui dit... il y a le facteur, donc on présume qu'il est mort, qu'il est dans le même état. Il va falloir le contourner pour pas que les enfants le voient. Voilà ce qu'on sait du facteur, voilà ce qu'on sait des voisins. Ouais, c'est tout. C'est tout. C'est tout, ouais. Bah, d'ailleurs, Nat, à un moment, il va dire à sa femme, il va lâcher un simili mytho en disant « Oh, les voisins, ils ont dû partir », et il comprend que sa femme comprend qu'il lâche un mytho. Donc en fait, là, il y a une forme d'acceptation tacite, en fait, du désespoir, où en fait, tu vois, la femme, elle est en mode, oui, ils sont morts, j'ai compris, voilà. Il va falloir survivre coûte que coûte. Il faut survivre, voilà, c'est ça. Donc on n'est pas en mode, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont morts, machin, on est déjà plus là, en fait. Non, ils essayent même pas de comprendre, la femme n'essaye même pas de comprendre. Elle a vu les oiseaux, ils nous attaquent très bien. Elle dit, ils vont venir nous aider. Ouais, c'est ça. Mais jamais elle a essayé, même pas, elle évoque ni le vent, ni la marée. À aucun moment, elle essaye de réfléchir à ces causes-là. Non. Ouais, c'est surtout lui. Ouais. Il y a un phénomène et on n'essaye pas de connaître les causes. C'est ça. Donc là, je pense qu'il y en a un qui se protège par le mensonge, entre guillemets, et une autre qui se protège par l'acceptation. Et dans tous les cas, en fait, on voit que chacun a un petit peu son parcours, en mode, encore une fois, on doit réagir, on doit survivre, et chacun a ses armes pour affronter les horreurs, l'indicible, quoi. Et puis, bon, j'avais noté que c'était intéressant parce que le début de la nouvelle, il croisait les voisins pour aller chercher, je crois, des provisions, je sais plus exactement ce que c'est, et à la fin, ça devient, entre guillemets, du pillage. Donc là, pareil, on voit que le chaos est passé par là, et au début, on a de l'entraide entre voisins, tout ça, et à la fin, on va juste enjamber le cadavre de son prochain pour aller chercher du pain, quoi. C'est ça, et avec une phrase terrible, c'est... de toute façon, ils en ont plus besoin. Ouais, voilà, c'est pas le time. C'est ça, no time, on va chercher les provisions, ils en ont plus besoin, c'est ça. Donc... il retourne à la maison, il range les provisions, on vérifie un peu l'état du bunker, donc là, on est déjà dans une forme de ritualisation de la survie. En mode, maintenant, notre vie, c'est ça, en fait. C'est prendre des provisions où on peut et protéger notre bunker. C'est ça, et on est déjà à la 3e nuit, on a vu ce qui fonctionnait, on a vu ce qui ne fonctionnait pas aussi. Là, on va se protéger, on va vivre quand il n'y aura pas ces attaques-là, et le reste du temps, on attendra. Il y a un mini faux espoir, j'ai noté, ou je sais plus qui, je crois que c'est les enfants qui disent « Regarde, de loin, il y a des bateaux ». Non, pas du tout, en fait, c'était v'là les mouettes encore. La marée remonte, il va y avoir une nouvelle attaque,
Et la famille mange en s'accoutumant au son d'oiseaux qui attaquent la maison. Et personne n'en saura plus, en fait, de cette histoire-là. Et pour Nat, la vraie tragédie de cette fin, c'est le fait qu'il n'ait pas pensé à prendre des cigarettes. C'est sur ça que se finit la nouvelle. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est voilà, il y a une horreur, ok, très bien. Putain, j'aurais dû prendre mon paquet de cigarettes. Putain, les clopes. Oh con, c'est vrai. Je dois encore attendre 6 heures. Putain d'oiseau, merde. Clope. J'avais fait ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que là, du coup, c'est une fin clairement anticlimatique. Moi, en tant que lecteur, quand je la lisais, j'étais persuadé qu'il y aurait une dernière attaque et une dernière scène d'action. Tu vois, ça, c'est encore une fois le côté un peu, encore une fois, complaisant en moi, ou du moins qui a envie d'être diverti entre guillemets, et du Maurier, elle te donne pas ça, et ça c'est malin. La nouvelle se termine de manière anticlimatique, la famille mange et s'accoutume à la guerre, et c'est parce que c'est ça aussi la guerre, malheureusement, c'est pas des actes héroïques, c'est pas des quoi que ce soit, des machins, c'est juste du chaos et des gens qui essaient de s'en sortir là-dedans. Et donc il y a pas de dernière bataille, le bouquin rit un peu au nez du voyeuriste que j'ai pu être, du coup, en attendant cette attaque, et te dit non, ça s'arrête là, Nat, il a pas son paquet de clopes, bah tant pis, il ira le chercher, et puis maintenant leur vie, c'est sûrement ça, quoi. Et oui, c'est ça qui est terrible, mais c'est ce qui est aussi incroyable avec cette autrice-là, c'est le fait que tu fais partie du commun des mortels, et c'est un peu et toi, comment t'aurais réagi, t'aurais fait pareil, quoi. Oui, c'est clair, non mais il y a de ça. Et donc voilà, en gros, cette nouvelle, donc la nouvelle se termine sur ça. Et plein de questions se posent. On peut donc voir cette nouvelle sous 2 angles. Encore une fois, comme on l'a dit, l'angle allégorique de c'est une nouvelle qui traite de la guerre, mais aussi purement et simplement une nouvelle d'horreur qui est très très efficace. Les questions que je trouve les plus efficaces, enfin les trucs que je trouve le plus efficaces là-dedans, c'est le côté extrêmement brutal du début. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui marche vraiment, dans le sens où personnage comme lecteur, personne ne s'attend à la guerre, personne ne s'attend à l'horreur, et pourtant elle t'arrive dessus en moins d'une page. Et quelque chose qui est aussi très fort dans ce livre, c'est le questionnement de l'absurde qui en émane. On disait ça en off tout à l'heure, mais c'est vrai que cette œuvre, si elle avait été écrite en France dans les années 40, enfin voilà, on aurait pu la rapprocher de l'absurde, à côté de Rhinocéros de Ionesco et à côté de La Peste de Camus, finalement, parce que ça raconte quelque chose de vraiment absurde, et la question que pose Du Maurier là-dedans, c'est est-ce vraiment plus absurde de concevoir une attaque d'oiseaux comme ça sur des humains que de concevoir, par exemple, des bombes qui tombent sur Gaza? Et en fait, la réponse, en plus, c'est non. C'est même pas plus absurde d'imaginer des oiseaux qui nous attaqueraient que de concevoir que l'être humain construise en permanence des bombes pour tuer son prochain. Ah oui, et c'est en ça que tient toute son efficacité d'évocation dans la nouvelle. C'est ce questionnement-là permanent, quoi. Bon, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. As-tu autre chose à dire sur cette petite nouvelle? Alors ouais, j'ai juste un truc à rajouter, et donc c'est concernant les oiseaux, évidemment. C'est le fait, du coup, tout à l'heure, je disais qu'il ramasse les petits corps chauds, comme ça, de ces oiseaux un peu grêles. Et c'est le fait que ces créatures, qui sont au demeurant très banales, perdent leur caractère individuel et se transforment en un autre être qui est le siège d'un esprit malin qui pourrait être vu comme un véritable démon collectif, en fait. Et justement, on perçoit toute leur horreur quand ils sont tous ensemble en formation. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Super malin, exactement. Bon, merci donc à vous, chers auditeurs, ou chère auditrice toute seule, ou cher auditeur tout seul. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain racontage. En attendant, des bisous. Et des bisous. Ciao. Plein de bisous.